Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Axe, bienvenue dans Grand Écran, l'émission cinématographique de Radio Axe. Et je suis particulièrement heureux de retrouver mes deux complices de cinéma et de radio pour vous présenter cette première émission de l'année 2022, à l'occasion de laquelle bien, nous vous souhaitons évidemment une excellente année, et surtout en très très bonne santé, et on vous souhaite de découvrir de très très beaux films. Quant à nous, nous avons choisi, et je remercie d'ailleurs mes deux collaboratrices d'avoir bien voulu répondre à cette invitation, nous avons choisi de rendre un hommage particulier à un cinéaste français qui a énormément compté dans la cinématographie française. Il s'agit d'Henri Verneuil. Alors pourquoi ? On en a parlé un petit peu lors de l'émission précédente. Tout simplement parce qu'il nous a quittés un certain 11 janvier 2002. C'était exactement il y a 20 ans. Donc on a décidé de faire un petit hommage, un grand hommage à Ashot Malakian, puisque c'était son vrai nom, en lui dédicaçant cette émission qui exceptionnellement va durer 55 minutes au lieu des 25 minutes habituelles. Et donc pour parler d'Henri Verneuil et de sa cinématographie, je retrouve mes deux complices. Tout d'abord Joël Huellois. Bonsoir Joël. Bonsoir Richard. Comment tu vas ? Et bonne année. Bonne année à toi, voilà. Bien sûr. J'espère. En tout cas, on est encore dans les temps. On est à peu près on est tout à fait dans les temps, puisque a priori on a jusqu'à la fin du mois de janvier pour se souhaiter les bons vœux. Donc je te salue et je te remercie d'être là. Et ma deuxième complice, Thérèse Cherrier. Bonsoir. Bonsoir Richard, bonsoir à tous. Et puis bonne année, bonne santé surtout. Et voilà, et qu'on n'ait plus de virus. Non, surtout plus de virus. Plus de virus, on n'en veut plus. Pour pouvoir aller au cinéma sans être masqué. Voilà. Alors merci d'être là toutes les deux pour cet hommage particulier à Henri Verneuil. On explique un petit peu le déroulement de l'émission. On va commencer par une petite biographie de ce cinéaste, puisqu'il a une vie assez romanesque d'une certaine manière. D'ailleurs, il l'a mis en image dans deux films, les deux derniers films de sa carrière, respectivement Maïrig et 588 rue Paradis. Et donc nous allons faire sa petite biographie pour commencer en compagnie de Thérèse. Ensuite, on se retournera vers Joël qui va nous parler d'un de ses films. Tu as choisi quel film ? Les Amants du Tage. Les Amants du Tage, un film de quelle année ? Je crois 1955. 1955, et donc tu nous le feras découvrir parce que c'est vrai que c'est pas forcément le plus connu de sa filmographie. Quant à toi Thérèse, après tu reviendras nous parler d'un autre film qui est 100 000 $ au soleil. 100 000 $ au soleil, je crois qu'il est un petit peu plus récent. Oui, mais bon, c'est quand même un film culte, il faut le voir, le voir. Je crois qu'on peut dire que c'est un des nombreux films cultes. Ah oui, mais celui-là, il est vraiment gratiné, comme on dit. Exactement, comme tu le dis toi-même si bien. C'est pour ce film-là qu'il a obtenu le Ticket d'Or, qui a été créé pour lui à Cannes. Alors, pour le film 100 000 $ au soleil. Voilà. Très bien. 100 000 $ au soleil. Voilà. D'accord. Oui, c'est ça. Parce qu'il était commercialement efficace. Eh bien, c'est très important de le souligner. Je vous propose, si vous êtes d'accord, de commencer tout de suite la biographie d'Henri Verneuil sur une musique qui va nous parvenir des lointaines contrées d'Orient où le petit Henri Verneuil est né un certain 15 octobre 1920. Il s'appelait alors Ashot Malakian. Alors, toi aussi, tu t'es penché sur la vie d'Henri Verneuil. Oui, bien sûr, donc d'origine arménienne. Voilà, il est né en Turquie, c'est bien ça. En effet, dans une ville qui aujourd'hui s'appelle Tekirdağ, voilà. Et qui à l'époque de la naissance d'Henri Verneuil s'appelait Rodosto. Voilà, et cette ville est située sur les confins de la mer de Marmara, du côté européen de la Turquie, en effet. Donc c'était le 15 octobre 1920. Bon, et puis donc, il arrive à l'âge de 4 ans à Marseille avec sa famille. Il arrive à l'âge de 4 ans. Parce qu'il a fui évidemment avec ses parents le génocide arménien, n'est-ce pas ? Voilà, il arrive en effet à 4 ans à Marseille. Il fait l'école des Beaux-Arts après, quand il est bien sûr plus vieux, il fait l'école des Beaux-Arts et métiers. Alors voilà, l'école des Arts et Métiers, en effet. À Aix-en-Provence. Voilà. Et il devient journaliste en 1944. Voilà, et quelques temps après,
peu de temps après, finalement, il rencontre Fernandel. Voilà, c'est sa première, sa première rencontre avec le cinéma. Donc il rencontre Fernandel et il commence vraiment à faire des films et des courts-métrages uniquement. Il commence donc avec Fernandel à tourner Escale au soleil. Exactement. Son premier court-métrage. Voilà. Et c'était sympa de la part de Fernandel, puisque lui-même, Fernandel était très connu à l'époque. Oui, tout à fait. Et il a accepté de tourner avec, sous la direction d'un débutant, en fait. D'un débutant, totalement inconnu. Je crois même qu'il avait même pas encore son nom pseudonyme. Non, même pas encore. Non. Ashot Malakian. Non. Voilà. Donc ça a été la chance disons, sa chance professionnelle. Exactement, voilà. C'est en 1949 qu'il monte à Paris et il continue son parcours cinématographique comme assistant réalisateur. Et c'est comme ça que, à partir de 1947, commence à peu près 45 ans. Je sais pas si vous imaginez ce que c'est, 45 ans de créativité, de création et de production d'abord de courts-métrages. Il en a réalisé 18. Puis, un peu plus tard, il se lance dans les longs-métrages. Il y en aura en plus d'une trentaine en tout. Voilà. Alors, il y a des films qui sont plus ou moins connus, hein. Oui. Donc, voilà. Toi, t'en as noté quelques-uns. J'en ai noté quelques-uns parce que bon, quand même, on les connaît. Comme ça, tout du moins, on a déjà entendu parler. Et ce sont des films vraiment qui sont des longs métrages et que l'on peut appeler des films cultes. Ouais. Je peux te demander. Si tu veux, je peux te les nommer, bien sûr. Alors, attends, faut que je retrouve mes feuilles. Alors, pour juste un petit point de repère. Oui. Un petit point de repère. En fait, il commence à connaître la consécration nationale, c'est-à-dire vraiment une célébrité à l'échelon national avec Des gens sans importance en 1956. Un drame sentimental avec Jean Gabin et Françoise Arnoul. Et toi, quel film t'ont le plus marqué dans moi, il y a des films qui m'ont énormément marqué. Par exemple, Le Week-end à Zuidcote. Ouais, voilà. Avec Belmondo. Donc, c'était déjà un bon acteur aussi. Un singe en hiver. Belmondo, Gabin. Exactement. Voilà. Mélodie hors sous-sol, Delon, Gabin. Ouais. La vache et le prisonnier. Alors là, il retrouve Fernandel. Exactement. La vache et le prisonnier. Peur sur la ville avec Belmondo. Ouais. Le clan des Siciliens, qui n'est quand même pas un petit film non plus. Alain Delon. Je crois que c'est un de ses plus grands succès commerciaux, Le clan des Siciliens. C'est possible, possible. Je n'ai pas noté. Le boulanger de Valogne. Bon, je le connais pas trop ce film, et je sais que c'est avec Fernandel. Le président avec Gabin. Voilà, donc et ça, après, je parlerai d'un film que moi j'ai adoré, mais ça je t'en parlerai tout à l'heure si tu veux. Ah ouais, avec plaisir. On va finir avec la biographie d'Henri Verneuil. Je voudrais quand même te dire une petite chose en ce qui concerne la biographie justement d'Henri Verneuil. Une phrase magnifique qu'il nous a dit. Mais tu sais quoi, on va la dire à la fin de sa biographie. Comme tu veux. Parce que c'est très important de terminer la vie d'Henri Verneuil sur cette très belle phrase que tu m'as citée en préparant l'émission. Comme tu veux. Pour le moment, j'aimerais enchaîner avec sa période hollywoodienne, parce qu'il a tourné beaucoup avec la MGM, Metro-Goldwyn-Mayer. En 1961, cette grande firme de cinéma lui a passé la commande de 3 films. Avec Jean Gabin et Michel Audiard au scénario, Jean Gabin comme acteur principal. Évidemment, ces 3 films, c'était Le Président, tu en as parlé. Et Le Président, j'insiste là-dessus, on va en parler aussi en fin d'émission, car, et c'est une grande première, j'espère que ce sera pas une dernière, nous avons également un professionnel qui est venu parler de cinéma pour grand écran et pour Radio Axe. Il s'agit d'un certain Arnaud Kayadjanian. Alors, le nom, vous êtes peut-être pas totalement inconnu, à moi non plus. On va dire directement la vérité, il s'agit de mon neveu, qui est cinéaste professionnel et qui a accepté de participer à cette émission par le biais d'une interview qu'on a réalisée, qu'on a enregistrée ce matin même. Alors dans des conditions qui ne sont pas faciles, sur Facebook avec vous savez le passage vidéo Facebook qui a pas très très bien marché d'ailleurs, donc une qualité sonore un petit peu moyenne, mais on parlera donc du Président, ce film de 1961 avec Jean Gabin, et c'est donc Arnaud Kayadjanian, professionnel du cinéma, qui nous en parlera. Alors il y a aussi quelques films qu'il a tournés en Amérique aussi. On parle de la bataille de Saint-Sébastien. Exactement. Et surtout d'un de mes préférés personnellement, La 25e heure. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, avec Serge Reggiani. Et ces 2 films, la bataille de Saint-Sébastien et La 25e heure. Avec Anthony Quinn. Avec Anthony Quinn, exactement. Voilà. Ensuite, donc, il rentre en France avec Le clan des Siciliens, dont tu as parlé. Et c'est en 1984 qu'il réalise son dernier film à caractère commercial avec Les Morphalous. Et puis, c'est dans les années 90 qu'il se lance dans la production de 2 films, la réalisation de 2 films au caractère très intimiste. Il s'agit
comme on l'a dit en début d'émission, de Maïrig, ça signifie maman, où il raconte un petit peu sa vie, voilà, les persécutions subies pendant le génocide des Arméniens en 1915 et le sauvetage de sa famille et son arrivée à Marseille. Donc c'était avec le film Maïrig en 1991 et sa suite, un an après, 588, Rue Paradis. Ce sont ses 2 derniers films. Oui, et il a eu son César d'honneur en 96. Ça, c'est très important de le souligner. Donc, c'est comme ça qu'il nous quitte le 11 janvier 2002, à l'âge de 81 ans. Et lors de l'inhumation, sa fille Sophie a déclaré, elle a parlé un petit peu en son nom, en citant une très belle phrase qu'il disait lui-même. Et cette phrase, je voudrais que tu nous la donnes, Thérèse. Voilà, alors, il a dit « Arménien je suis, mais plus français que moi, tu meurs. » Voilà, tout est dit. Voilà, tout est dit. Et c'est vrai que bon, il a compris que sa chance a été de quitter son pays d'origine et de venir en France, et il a fait de superbes rencontres. Exactement, voilà. Et plus que lui a fait des rencontres merveilleuses, des grands, les Gabin, les Delon, c'est merveilleux, c'est une vie et il a su en tirer un parti extraordinaire. Voilà. D'ailleurs, je me souviens de plusieurs interviews où il disait, il redisait, il répétait sans cesse qu'il avait pleinement conscience d'avoir une immense chance d'être dans un pays où on pouvait dire ce qu'on voulait. Voilà, la liberté. Et il ne s'en est pas passé, il s'en est pas privé. Et les rencontres merveilleuses, parce qu'il y a aussi le facteur chance, aussi non seulement de la liberté, mais des rencontres. Sans doute. On va passer à notre deuxième rubrique. Voilà, c'était donc pour la biographie d'Henri Verneuil. La deuxième rubrique, c'est Joël Hulot. Joël, tu nous as choisi un film dans la filmographie d'Henri Verneuil. Il s'agit des Amants du Tage. Oui, par rapport au titre que vous avez cité, on peut dire que celui-ci est plus confidentiel quand même. D'accord. Il date de 1955. Et est-ce qu'on peut en faire un petit résumé? Alors, rapide. le petit résumé. Bon, déjà, il a comme comédien Daniel Gélin et Françoise Arnould qui étaient en pointe à l'époque. Mais, bon, alors la première image du film, c'est une date, le 27 août 1944. La libération de Paris, les Américains sont dans la ville. Puis, c'est le Portugal. Lisbonne, les scènes de rue festives, populaires, la mer, les gens, les caves avec les musiciens et le fado. Et c'est tourné en vif, comme on peut dire. Hein. Il n'y a pas un petit côté reportage, presque documentaire? Tout à fait, voilà. C'est un reportage parce que je me demande s'il n'a pas vécu quelque temps là-bas, parce qu'on a l'impression, vu ce qu'il nous présente, on peut se dire il a vécu là-bas. Alors, qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans ce film? L'histoire. L'histoire déjà. Bon, les amants, c'est Pierre et Catherine qui s'y rencontrent. Qui se rencontrent donc à Lisbonne. À Lisbonne, voilà. Ils se sont exilés, on va savoir pourquoi après. On le dit pas, surtout. Voilà. On le dit pas. Oui, ils sont exilés tous les deux, voilà. Ouais. Et en parlant, ils se trouvent déjà pour se réunir à un endroit commun, c'est Notre-Dame à Paris. Pierre habitait l'île Saint-Louis et voyait Notre-Dame de dos. Ouais. Catherine habitait Saint-Michel et voyait Notre-Dame de face. Ah ben c'est très complémentaire finalement. Voilà. Et il concrétise après le bain rituel dans la mer. Et là, là, le bain dans la mer, c'est évidemment plus à Paris. Hein. Oui, toujours à Lisbonne. Parce qu'ils se rencontrent, tout se passe à Lisbonne. D'accord, très bien. Ils sont exilés tous les deux. Très bien, d'accord. On saura pourquoi, mais on le sait assez tôt finalement. D'accord, mais il faut pas le dire. Faut pas le dire, même si on le sait tôt. Ah bah non, je préfère pas. Non, c'est mieux de donner envie aux gens qui nous écoutent de vraiment de regarder ce film. Donc ce film Les Amants du Tage de 1955, donc d'Henri Verneuil. On peut dire un mot sur la distribution. Françoise Arnould, c'est une riche veuve, et Daniel Gélin, c'est un pauvre veuf. Voilà. Ah bah voilà, ils étaient vraiment faits pour se rencontrer. Voilà, mais on saura la suite. Donc ce qui t'a plu surtout, c'est l'histoire. Ce qui m'a plu déjà, c'est le titre, parce que Les Amants du Tage, c'est une porte ouverte sur l'imagination. Je dirais pas les fantasmes, mais prometteur. Presque. Oh bah presque, oui. Et puis il y a Amalia Rodriguez avec les fados. Ces variations sur 3 notes qui nous font frissonner. Ouais. Repris en France par une certaine Valise en carton.
Sans blague. Linda de Souza. D'accord. Tu veux dire qu'une des chansons chantées dans le film Il y a beaucoup de fados. Il y a beaucoup de fados. D'accord, mais Et Linda de Souza est revenue avec des fados en France. Oui, mais est-ce que ce sont ces chansons-là, les chansons des Moi, je Amants ne du saurais Tage? pas le dire. D'accord, mais elle s'est beaucoup inspirée des chansons. Ce sont des fados. C'est le même caractère au départ. Voilà. D'accord, très bien, ouais. Oui, c'est le chant portugais, le fado. Voilà. Effectivement, ouais, chanté traditionnellement par des femmes. C'est 3 notes qui nous font frissonner, voilà. Très bien, donc ça t'a fait frissonner. et- La voix d'Amalia Rodriguez t'a fait frissonner. Oui, même quand c'est Linda de Souza qui chante. C'est Aussi. pareil. Eh ben, c'est très bien. C'est le fado qui fait frissonner. En effet. Alors, ce qui m'a plu aussi sont des comédiens, Marcel Dalio que l'on trouve. C'était le châtelain de la règle du jeu de Jean Renoir. Mhm. Et dans la règle du jeu, le château qui sert de scène appartenait à Marcel Dalio. D'accord. Il y a aussi Ginette Leclerc, la pulpeuse femme du boulanger, Ah oui. à contre-emploi, Ouais, en ménagère chimère, méconnaissable. ouais, bien. Voilà. Ginette Leclerc, oui, ça aussi. Oui, ça, oui, ça oui. remonte à, ça nous fait penser à des vieux rêves en noir et blanc, tout ça. Ouais, et dans le générique, il y a aussi Trevor Howard qui a un rôle d'inspecteur. Et il était déjà inspecteur dans le film Le Troisième Homme de Carol Reed. D'accord. Voilà, Bien. donc Le troisième homme, la mélodie du Alors, troisième homme. Attention, Thérèse se met à chanter. Attention, ça à va vos être terrible. magnétophones. Ça va être terrible. Tu as un souvenir musical de ce film? Oui, je donc pourrais mieux le jouer que le chanter, c'est sûr. Très bien, ouais, tu pourrais danser dessus aussi, j'ai l'impression. Ouais, encore un mot sur la distribution de ce film, Les Amants du Tage, Joël? Non, les On a fait le tour. principaux, c'est Gélin, François Arnoul, Trevor Howard, Marcel Dalio, Ginette Leclerc. Bon, il y en a d'autres, mais Ils sont moins connus. Voilà. Et donc, je crois que Les Amants du Tage sont le résultat d'une inspiration d'un roman. Hein. de Joseph Kessel. Joseph Kessel. Ben, on peut en parler en quelques mots. Voilà, parce que Joseph Kessel, ce qu'il a en commun avec Henri Verneuil, c'est l'exil et le cinéma. Ouais, très bien. Il est né en 1898 et mort en 99. Il est au cimetière du Montparnasse. Il est de nationalité française. Il a une brillante vie, on peut dire, parce que lycée Louis-le-Grand, il a bien commencé. Il était correspondant de guerre, journaliste, scénariste, écrivain, romancier. Il a beaucoup de romans qui sont passés en film, quoi. Ouais, Donc, je me souviens le Lion de Joseph Kessel, qui a été maintes fois filmé. oui, parce qu'il a eu Belle de jour. Ah oui, aussi, on en avait déjà parlé. lors des précédentes. Stravinsky, La Passion du Sans Souci, L'Armée des Ondes, Les Amants du Tage, Le Lion, Les Cavaliers et d'autres. Ouais, d'accord. Et donc, là, c'est lui qui a donné son inspiration. Un petit peu, moi je le retiens pour autre chose. C'est lui avec son neveu Maurice Druon qui ont écrit les paroles du Chant des Partisans. D'accord. Voilà. Que l'on connaît tous par cœur, j'espère. Qui était le ralliement des résistants. Très bien. Et Ami, entends-tu le bruit du pays qu'on enchaîne? Je voudrais pas me lancer là-dedans, mais son neveu Maurice Druon, c'est aussi celui qui avait écrit Les Rois maudits. Ah, ça, on s'en souvient, avec Jean-Pierre. Voilà, moi je préfère la version avec Jean-Pierre, Très bien. parce que dedans, il y avait un comédien que j'adorais, qui est reparti en Espagne. D'accord. Donc, on a fait un peu le tour de tous les personnages qui ont inspiré ce film de 1955, Les Amants du Tage. Donc, il y avait Druon, Kessel. C'est important Oui, de le donc ces livres ont été inspirés par sa vie, parce que par exemple en 28, il participe à la création de Gringoire. C'est l'hebdo politique littéraire, et à l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Mais là, on parle de Joseph Kessel. Joseph Kessel, toujours, oui. Et à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il quitte Gringoire, qui lui a inspiré en 36 son roman La Passante du Sans Souci. Très bien, qu'on retrouvera plus tard, mise en image par Jacques Ruffio, avec Romy Schneider dans le rôle principal. Voilà, donc c'était. J'espère que tout ça, ça vous a donné envie. Oui, et la composition des paroles françaises du Chant des Partisans lui a inspiré L'Armée des Ombres. En effet. Ah oui. Voilà. Là, on entre donc dans le cinéma de Monsieur Melville, là, c'est avec Lino Ventura. Avec Lino Ventura. Voilà. Et merci donc pour on peut dire que la direction musicale est de Michel Legrand. Ça, c'est très important. Voilà. Il était très, très jeune à l'époque, et en effet, Michel Legrand, qui était de mère arménienne d'ailleurs, je le précise. Voilà, on parle de. Je vous précise que donc nous parlons de. Donc il avait Henri sa Fervey. place ici ce soir. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Il avait sa place aujourd'hui. Il a beaucoup collaboré au cinéma
cinéma français également. Et donc, merci de nous avoir donné envie de voir ou revoir ce film de 1955 de Henri Verneuil, Les Amants du Tage. Merci aussi de nous avoir parlé du contexte. Oui, un dernier mot. Ce film est un petit peu misogyne. Allons bon. Mais tout juste ce qu'il fallait en 1955. Voilà, bon, il faut par exemple, aussi. Il y a la jalousie de l'homme et la femme qui peut dire l'amour ça se triche. Très bien. Voilà. On va passer maintenant à Thérèse. Thérèse, toi aussi, tu as des choses à nous dire sur un film 100 000 $ au soleil. Alors, 100 000 $ au soleil, le film culte, un film extraordinaire. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques chiffres? Oui, en quelques chiffres comme ça. C'est un film qui est sorti en 1964. Franco-italien, ce film. Et il dure 2h15. Très bien. Et alors, il est en noir et blanc. Ouais. Et il a été colorisé en 1993. Très bien. Personnellement, je préfère pas le voir en colorisé. Je préfère toujours voir les vrais films en véritable noir et blanc. Mais ça, c'est un débat. Alors là, il était vraiment en noir et blanc, oui. Ouais. On l'a vu, nous, toujours en noir et blanc, en fait. Ouais. Et je crois que tu t'es renseigné aussi sur le nombre de spectateurs qu'il a réunis. Alors, il a réuni 3 millions d'entrées. 3 millions d'entrées. Et à l'instar des Amants du Tage, dont nous venons de parler, il s'agit là aussi de l'adaptation d'un roman, n'est-ce pas? Oui, il s'agit d'un roman, mais je me souviens plus lequel, j'ai dû le noter quelque part. Excuse-moi, je le retrouverai tout à l'heure. On le retrouvera à la fin de l'émission, sans aucun problème. Bon. Est-ce qu'on peut faire c'est l'adaptation, voilà, d'un roman de Claude Veillot. Claude Veillot, voilà. D'accord. Et ce roman s'appelait Nous n'irons pas en Nigeria. Voilà, très bien. Donc on s'éloigne évidemment au niveau du titre. Et est-ce qu'on peut dire situer l'histoire? On situe l'histoire. Elle se passe au sud du Maroc, entre la frontière Sahara espagnole, au début des années 60, c'est-à-dire à l'époque des colonies, n'est-ce pas? Voilà, donc ça, quand je vois ce film, je dis c'est pas possible. Henri Verneuil ne pouvait pas rater ce film, parce que avec la brochette d'artistes qu'il y a dans ce film, c'était pas possible de le rater. D'artistes et pas seulement. On va déjà en parler du casting. Voilà. Tiens, justement. Alors le casting, il est le suivant. Blier. Ouais. Voilà. Lino Ventura, qui est appelé le plouc dans le film. Belmondo, que l'on appelle Rocco. Ouais. Gerd Frobe, qui est le patron. Alors lui, on l'appelle la betterave. Gerd Frobe. Gerd Frobe, oui, j'arrive peut-être pas à le dire, excuse-moi. Gerd Frobe. Gerd Frobe. Et donc, en fait, je crois qu'il a beaucoup joué aussi des rôles d'officiers allemands. Ah, tout à fait, oui. Lui-même avait fait la guerre. Dans les rangs de la Wehrmacht, d'ailleurs. Exactement. Et alors là, il a le rôle du patron dans ce film. Il tient une entreprise de transport, le Transsaharien. Bon. Et tout le monde l'appelle la betterave. Pourquoi? Parce qu'il est diabétique. Ah, oui, évidemment. Alors, il dit toujours à ses employés, on m'appelle la betterave, mais ici, vous m'appelez patron. Ouais, attention, ça vaut mieux, quand même. Bon, il vaut mieux. Bon. Ouais. Alors donc, il y a vraiment une brochette d'artistes absolument extraordinaire. Et qui plus est, les dialogues sont de Michel Audiard. Alors là, c'est une rigolade du début du film jusqu'à la fin. Et je crois aussi ça doit être une jubilation particulière pour les acteurs de déclamer. Non pas réciter, mais déclamer du Audiard. Parce qu'à certains moments, ça ressemble à des répliques théâtrales. C'est passé dans les grands classiques. Hein. Absolument. Alors, celui qui me fait le plus rire dans les dialogues d'Audiard, c'est Blier. Oui, c'est pas mal aussi. Parce que franchement, les dialogues sont faits pour lui. Je me souviens de ce film de 100 000 $ au soleil. À un moment donné, Blier commence à se moquer de Lino Ventura. Là, on atteint des sommets dans l'ironie. C'est fabuleux. Dans l'ironie du vocabulaire et du phrasé et dans le ton très goguenard et à la fois très gouailleur de Blier. Je crois que ces gens-là, autant Verneuil évidemment d'un côté, Gabin, Ventura, Blier, on peut Belmondo, tout, c'est fabuleux. Robert Dalban aussi qui a beaucoup travaillé avec Michel Audiard. Tiens, petite devinette. Dans quel film entend-on la phrase suivante? Le jour où on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. C'est dans quel film ça? Avec Jean Gabin. Ils l'ont passé récemment à la télévision. C'est avec Jean Gabin. Jean Gabin. C'est Jean Gabin qui dit ça dans quel film? Qui dit ça? Je me souviens plus du film, mais je sais que c'est l'histoire de flics. Exactement. Voilà, c'est dans Le Pacha. Et c'est Le Pacha. Voilà. Exactement. Je crois qu'on est tous autour de cette table capables de citer des phrases écrites par Michel Audiard. C'est fabuleux, c'est fabuleux. On déclame ça comme du Molière en quelque sorte. Bon, c'est très bien. On revient sur le film. Alors on revient sur le film. Donc on comprend que ce film t'a beaucoup plu, mais quoi particulièrement? Est-ce qu'il y a vraiment donc le jeu des acteurs, on a bien compris.
Le jeu des acteurs, mais c'est des gars. On a l'impression que ils sont des routiers, mais ils aiment le bazar. Voilà. Hein, ils n'aiment pas que ça se passe bien, en fait. Ouais. Hein, donc, il y a toute une épopée qui va se traduire dans le Sahara, où il y a une course-poursuite extraordinaire. Parce que le patron a acheté un camion neuf, et ils veulent le conduire. Mais le patron n'est pas d'accord. Et il nomme quelqu'un d'autre pour le conduire. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas que ces gars sachent exactement quelle est la cargaison. Ah voilà, et on n'en dira pas plus. Et j'en dirai pas plus. On n'en dira surtout pas plus. Mais il lance, comme il a été volé le camion, il lance à la poursuite de celui qui a volé le camion, il lance toute son équipe. Et c'est là où il y a toute l'histoire, en fait. Alors, si vous voulez connaître le fin mot de l'histoire, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Axe, on ne vous racontera pas, on vous en dira déjà pas trop sur l'intrigue. On va rien vous dire du déroulement de la fin du film. Précipitez-vous sur un DVD de ce film de 1964 dont Thérèse vient de nous parler avec beaucoup d'enthousiasme. Je ris d'avance. 100 000 $ au soleil. C'est vrai que parfois, des films, même si on les connaît, on jubile d'avance à l'idée de les revoir. Et puis, tu sais que on ce savoure film, après le visionnage du film, on le savoure encore. Et en fait, tu pourrais presque, excuse-moi ce que je vais dire, mais ne pas voir les images, mais uniquement écouter. Ah, c'est pas mal, ce serait pas mal. Ouais. Tu vois, ce serait pas mal. Oui. Tellement les dialogues sont riches. Ouais. En fait, l'histoire, tu vas la voir que dans les dialogues. Alors, c'est très marrant ce que tu dis, puisque justement, c'est l'idée qu'a eu Arnaud pour notre émission, de nous faire partager un extrait sonore du film qu'il a choisi. Et ce film, c'est Le Président. Et justement, tu m'offres une perche pour lancer la rubrique suivante. C'est donc c'est une première donc dans notre émission Grand Écran et sur Radio Axe. C'est un professionnel donc du cinéma qui va nous parler, alors lui aussi, d'un film d'Henri Verneuil qui s'appelle donc Le Président, un film de 1961. Auparavant, dans cette interview que nous avons donc enregistrée ensemble, lui et moi, ce matin, j'ai tenu à ce qu'il se présente lui-même, car c'est quelqu'un qui a quand même des références professionnelles dans le monde du cinéma. C'est parti pour une interview, comme je l'ai dit en début d'émission, un petit peu difficilement réalisée, avec des moyens techniques qui sont assez compliqués à gérer. Vous entendrez des petits décalages entre les questions et les réponses. En effet, il y avait un temps de latence et malheureusement, pas moyen de faire autrement. Voici donc Arnaud Kayadjanian dans la présentation du film Le Président. Bonjour Arnaud, et tout d'abord merci d'avoir bien voulu participer à cette émission. Bienvenue dans Grand Écran, bienvenue sur Radio Axe. Ce que j'aurais voulu, c'est pour commencer que tu te présentes un petit peu à nos auditeurs. Je t'ai présenté donc comme un professionnel du cinéma. Alors voilà, quel est ton parcours, quelles sont tes études et quelle est ta production jusqu'à aujourd'hui? La parole est à toi, Arnaud Kayadjanian. Bonjour Richard, et merci déjà pour cette jolie invitation. Voilà, donc moi je suis auteur et réalisateur depuis une petite dizaine d'années maintenant. À l'origine, je me destinais pas forcément au cinéma. En fait, jusqu'à l'âge de 20-21 ans, j'ai fait des études plutôt dans le domaine de la communication à l'université et à la fac. Et puis, au retour d'un séjour universitaire en Angleterre, j'ai eu un peu une révélation, à savoir que j'avais envie d'une autre vie, en tout cas de me destiner à faire autre chose, en l'occurrence du cinéma. Donc je me suis rendu à Paris, puisque c'était un peu dans la logique des choses. Et là-bas, j'ai commencé à faire une formation à l'université Sorbonne. J'ai fait une licence, une première année de master. Je suis pas allé au bout de ma formation. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de pratiquer. J'avais envie de me lancer sur les tournages. Et c'est vrai qu'à la fac, on était plus sur un enseignement théorique qui est très intéressant et qui me permet aujourd'hui de pouvoir un peu analyser des films, comprendre certains faits historiques dans le cinéma. Mais voilà, j'ai eu envie de pratiquer, donc j'ai arrêté ma formation pour me lancer. Donc j'ai commencé par faire des petits tournages au départ avec des amis de la fac et autres. On prenait une caméra et on faisait des courts-métrages. Alors là, vraiment sans moyens, on était plutôt dans l'amateurisme, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on s'est fait nos dents.
Et c'est comme ça que j'ai vraiment appris à être sur un plateau de tournage. Parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a quand même une différence. Et voilà. Et au fur et à mesure, j'ai un petit peu évolué. C'est devenu de plus en plus pro. En tout cas, je me suis entouré de personnes plus expérimentées. Le matériel devenait plus professionnel. Et j'ai réalisé mon premier court-métrage, on va dire, sérieux en 2014. Sont suivis plusieurs. J'ai fait en tout, je crois, 5 courts-métrages de fiction. J'ai aussi réalisé 2 documentaires. Le premier en 2015, Les Chemins Arides, qui était un documentaire notamment sur l'histoire de ma famille arménienne et qui s'intéressait plus généralement au génocide des Arméniens et également aux justes, donc aux gens qui ont aidé des Arméniens à cette époque. J'ai aussi fait un documentaire sur le Haut-Karabakh, sur l'Artsar, donc plutôt des thématiques liées à mes origines. Dernièrement, j'ai réalisé un court-métrage, le dernier en date, qui s'appelle Seul dans la nuit et que j'ai tourné pas en partie, totalement même, à Sartrouville. Donc ça a été 3 jours de tournage très chouette. Le film, on vient de l'envoyer en festival et là on attend les réponses. Donc on est impatient de le montrer et pourquoi pas à Sartrouville aussi. Très bien, on voit que tu cadres en tout cas parfaitement avec le sujet d'aujourd'hui. On parle de cinéma, on parle aujourd'hui d'Henri Verneuil puisque nous célébrons à notre manière les 20 ans de son décès en 2002. On parle aussi évidemment de ses origines arméniennes à lui aussi. Donc vraiment, on est très heureux de te recevoir dans Grand Écran aujourd'hui. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Alors toi aussi, tu as choisi un film d'Henri Verneuil, dans la grande filmographie d'Henri Verneuil. Est-ce qu'on peut savoir lequel? Bien sûr. Alors, c'est vrai que quand j'ai réfléchi à un film, j'avais envie d'en voir un nouveau, tout simplement. J'en connaissais quelques-uns, j'ai pas vu toute sa filmographie, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas en profiter pour découvrir son œuvre. Donc, je me suis intéressé à son film réalisé en 61, qui s'appelle Le Président. Voilà, et c'est un film que je ne connaissais pas, et je suis très content de l'avoir découvert. Très bien. Alors, pour ma part, je l'avais vu il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les caractéristiques générales de ce film? Bien sûr. Donc, le Président, film réalisé par Henri Verneuil. Il a coécrit le film avec un certain Michel Audiard, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, coécrit, et dans le cas de Michel Audiard, il s'occupe aussi des dialogues, et on y reviendra peut-être plus tard, c'est très important. Le casting principal, on a quand même Jean Gabin dans le rôle principal, le rôle donc d'Émile Beaufort, un président du Conseil. Bernard Blier joue le second rôle, le rôle de celui qui essaie de prendre sa place, pour faire court. Il y a également René Faure et Alfred Adam. À noter aussi, ça c'est pour la petite anecdote, que 2 journalistes vedettes de l'époque jouent leur propre rôle. Il s'agit de Léon Zitrone et de Claude Darget qui jouent leur propre rôle dans une scène du journal télévisé. Petite info aussi, la musique de Maurice Jarre. Maurice Jarre, qu'on connaît aussi pour la musique du film le Docteur Jivago. C'est aussi le signataire de la musique Paris Brûle-t-il, par exemple. Ça, c'est le père de Jean-Michel Jarre, donc un grand nom de la musique de film. Est-ce qu'on peut faire un petit résumé très court de ce film, sans évidemment dévoiler trop de l'intrigue et surtout rien de la fin? Évidemment. Donc, le film commence avec Émile Beaufort, interprété par Jean Gabin, qui est à ce moment-là âgé de 73 ans. C'est l'ex-président du Conseil et il joue toujours un rôle central dans la vie politique de la France. Il est en train de rédiger ses mémoires et ce procédé donc de raconter en fait sa carrière politique permet de revenir sur son parcours et d'évoquer notamment ses relations avec Philippe Chalamon, interprété par Bernard Blier, qui est sur le point de devenir président du Conseil. Très bien. Et alors, de quoi s'est inspiré Henri Verneuil pour réaliser ce film? La première inspiration du film, c'est tout simplement un roman, puisqu'il s'agit d'une adaptation du roman du même nom, éponyme, de Georges Simenon. Honnêtement, je n'ai pas encore pu lire le livre, mais ça m'a beaucoup donné envie de le lire pour tout simplement comparer. C'est ça qui est intéressant. Moi-même, peut-être qu'on en parlera, j'ai déjà fait des adaptations et j'en prépare une, donc c'est toujours intéressant de voir ce que le cinéaste a gardé, ce qu'il a modifié, ce qu'il a apporté au livre. Sachant que d'après ce que j'ai lu, la fin
que je ne vais pas révéler, est très différente dans le livre et dans le film. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que Henri Verneuil vraiment a apporté sa propre vision. L'autre inspiration du film, c'est tout simplement la réalité. C'est-à-dire que Henri Verneuil, il s'est inspiré de différentes intrigues et de conflits politiques de la 4e politique. Certains aussi disent qu'il s'est inspiré pour le rôle, pour le personnage principal de Georges Clemenceau et d'Aristide Briand pour leurs opinions pacifistes et leur idéologie plutôt sociale. C'est un film très humain. En tout cas, la vision d'Henri Verneuil, elle est très humaine. Et ça, c'est important. Donc c'est tout ça qui a inspiré ce film. Ah bien, on peut en effet facilement imaginer que Henri Verneuil se soit inspiré de la grande gueule de Georges Clemenceau pour en donner le caractère au personnage de Jean Gabin. Alors toi qui es cinéaste professionnel, je voulais savoir qu'est-ce que tu as ressenti en regardant ce film. Quel est le regard du professionnel sur ce film? Je rappelle, nous sommes en train de parler du film Le Président d'Henri Verneuil. Je dirais que la première chose qui m'a marqué, visuellement, c'est l'image en noir et blanc qui est vraiment particulièrement soignée. C'est-à-dire que on s'attaque à un sujet assez sérieux, assez documenté, et pourtant on ne s'empêche pas une très belle musique, une très belle image, une mise en scène, je dirais soignée. Donc c'est vrai que là j'ai reconnu certains traits du cinéma d'Henri Verneuil, c'est-à-dire qu'il s'intéresse pas seulement au fond, mais c'est également quelqu'un d'esthète et qui essaie de sublimer certaines scènes du film. L'autre chose qui m'a marqué, c'est vraiment la modernité du propos. En regardant un film tourné en 61 sur la politique, j'avais un peu peur que le film soit daté, qu'il ait un peu pris un coup de vieux, comme on dit. Et en fait, absolument pas. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait montrer ce film, par exemple, à des jeunes aujourd'hui, et ils reconnaîtraient certains personnages politiques de notre temps, ou en tout cas dans leur façon de s'exprimer, notamment dans ces longues scènes à l'Assemblée nationale, où on a vraiment des joutes verbales qu'on est en train de vivre ces derniers jours, notamment. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a aussi tout un travail sur les coulisses du pouvoir, qui m'ont rappelé même des séries. Ceux qui connaissent par exemple House of Cards, il y a des choses comme ça dans ce film. Vraiment, c'est la preuve que la politique n'a pas changé finalement, où on est toujours en fait sur des questions de trahison, de manipulation, de jeu de pouvoir. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper moderne. Alors évidemment, lui, à l'époque, en 61, je ne sais pas s'il avait conscience de tout ça. Il faut aussi noter que c'est un film de politique fiction, Le Président. C'est-à-dire qu'on est dans vraiment, bien sûr, on est inspiré par des faits réels, mais on est dans un cadre fictif. Et c'est un film quand même qui évoque, et ça c'est très intéressant, une éventuelle naissance des États-Unis d'Europe, ce que nous on connaît aujourd'hui, l'Union européenne, mais qui n'existait pas à l'époque. Et c'est vraiment le propos du personnage interprété par Jean Gabin qui est carrément pour une Europe unie, ce qui à l'époque faisait un peu désordre, où on était face à des gens très patriotes, très nationalistes, faut pas se mentir, notamment le personnage de Bernard Blier. Donc ce qui m'a intéressé, c'est vraiment à la fois la forme, mais aussi le fond. Très bien, écoute, c'est très intéressant ce que tu nous dis, puisque là on se plonge vraiment dans le cinéma qui représente une forme de classicisme dans le cinéma français, mais de par son contenu, finalement, ce film est un film un peu visionnaire, n'est-ce pas ? Complètement, on pourrait presque dire prophétique. Et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant parce que, évidemment, les années 60 dans le cinéma, c'est l'émergence de la nouvelle vague. Et on va pas se mentir, Henri Verneuil, il n'était pas forcément apprécié par les jeunes arrivants, notamment Jean-Luc Godard, qui les trouvait un peu vieux jeu. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de se rendre compte que, et notamment c'est Bertrand Tavernier qui en a parlé dans certains de ses livres, en disant il ne faut pas jeter tout ce qu'il y avait avant la nouvelle vague. Tout n'était pas vieillot. Bien sûr, il y avait des films un petit peu académiques, mais c'est pas le cas de ce film. Je trouve au contraire qu'il est particulièrement moderne et qu'il a un vrai propos qui, aujourd'hui encore, en 2022, est tout à fait d'actualité.
Merci en tout cas. Et en effet, je me souviens avoir lu des commentaires sur, écrits par les gens de la Nouvelle Vague qui traitaient un peu Henri Verneuil de son cinéma, en tout cas de cinéma à papa, donc un petit peu des cinémas de grand-père. Et pourtant, le cinéma d'Henri Verneuil existe encore et tant mieux. Pour terminer, je crois que tu as choisi une scène un petit peu particulière dans ce film dont tu vas nous faire entendre un extrait sonore. Et après, je te propose de nous dire pourquoi cette scène a retenu particulièrement ton attention. On écoute directement le document sonore, d'accord ? Oui, juste un peu de contexte. Voilà, donc il s'agit d'une scène qui est vers la fin du film. On est vraiment dans les dernières minutes. Une scène qui se passe à l'Assemblée avec Jean Gabin qui répond à Bernard Blier qui vient de l'attaquer, avec des arguments très patriotiques en faisant référence notamment à la guerre. Et donc là, Jean Gabin lui répond devant tout le monde. Je précise que j'ai choisi un petit extrait de cette scène qui dure plus de 10 minutes. On y reviendra après, c'est extrêmement long. Moi, j'ai choisi 1 minute pour vous donner un peu le ton de cette séquence sans tout dévoiler. On va écouter ça. On l'écoute. J'ai parlé tout à l'heure de syndicat d'intérêt. Voulez-vous, messieurs, que je fasse l'appel de cette assemblée ? Nous allons même le faire par ordre alphabétique. Gaston Ablin, président directeur général de l'Omnium minier du Sénégal, des charbonnages de la Côte d'Ivoire, de la compagnie franco-africaine pour l'électricité et l'industrie. Jean-Adrien, volet de pouvoir de la banque Isard Lebray, directeur administrateur des fonderies et forges de Picardie, fondateur de la compagnie d'assurance La Liégeoise. Monsieur François Ambert se contente de présider les raffineries Legrand, lesquelles sont reliées au trust Vogel, qui contrôle 25 sous-marques et filiales diverses. Monsieur le Président, je m'appelle M.A.A.I. Je ne préside aucun trust et n'administre aucune société. En effet, Maître Aymar est avocat conseil de l'Anglo-Française des pétroles, il ne touche pas de dividendes. Il perçoit des honoraires. En effet, c'est amusant, ça fait toujours du bien de réentendre la voix du vieux, comme on l'appelait dans le cinéma français, alias Jean Gabin. Alors, est-ce qu'on peut savoir pourquoi cette scène a particulièrement retenu ton attention ? Pour moi, cette scène, elle est vraiment symbolique de la qualité du film, à savoir que tout est au niveau. Le texte de Michel Audiard, c'est là qu'on voit vraiment son apport, puisque c'est un monologue de plus de 10 minutes. Là, je vous ai passé un petit passage qui est savoureux, mais ça continue encore et encore. Donc déjà, il y a une qualité d'écriture, je trouve, très forte. Ensuite, bien sûr, il y a un comédien. Là, on est vraiment dans la toute puissance du comédien qui va sublimer ce texte et qui va vraiment clouer le bec à ses adversaires, à ses opposants. Ce qui m'intéresse aussi, et quand je parlais de modernité tout à l'heure, d'actualité, c'est que finalement, on est un peu toujours sur les mêmes thématiques qu'aujourd'hui, entre les différents camps politiques. Là, en gros, qu'est-ce qu'il fait le personnage d'Émile Beaufort ? Il attaque directement les députés sur leurs liens, non pas supposés, mais là avérés, avec l'industrie, avec les grandes entreprises, et en gros, il les traite de vendus. Preuve à l'appui, il va citer par ordre alphabétique, nom par nom, chaque député du camp adverse en détaillant ses liens avec telle ou telle entreprise pour en gros les disqualifier. Et ça, je trouve que c'est assez jouissif. Et pendant 10 minutes, vraiment, il fait ses adieux. C'est son dernier discours. Après, on comprendra que il s'est un peu tiré une balle dans le pied avec ce discours, mais il part par la grande porte. Et c'est là, je dirais, la vision peut-être un peu idéaliste d'Henri Verneuil, de cet homme politique qui finalement est quelqu'un d'authentique, d'honnête, et qui a face à lui des gens qui sont déjà vendus aux entreprises. Et c'est quelque chose de très, pour l'époque, qui à mon avis, n'était pas rien de dénoncer. Maintenant, ça nous paraît assez courant. Donc j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi la façon de filmer. Alors là, on l'a pas senti avec l'extrait sonore, mais il y a notamment plusieurs plans en contre-plongée sur Jean Donc la contre-plongée, c'est-à-dire que la caméra est positionnée
au-dessous du personnage, et ça donne un sentiment de supériorité, de force, de domination à Jean Gabin, et donc ça appuie en fait son discours. On a vraiment l'impression qu'il est en train d'écraser ces jeunes députés face à lui, et ça le met en valeur un peu comme ça donne une figure héroïque, et j'ai trouvé que voilà, tous les éléments de cette séquence sont cohérents, fonctionnent ensemble. Et voilà, c'est vraiment une scène, je trouve, très marquante. Je ne sais pas si toi, tu avais quelques souvenirs, mais moi, elle m'a marqué en tout cas. Alors, en effet, oui, j'ai un souvenir de cette contre-plongée qui fait une sorte de contre-image à l'emplacement de Jean Gabin, parce que je crois, alors tu me diras si je me trompe, mais je crois que Jean Gabin est placé en bas de l'hémicycle à ce moment-là. Tout à fait, exactement. Comme c'est le cas aujourd'hui, d'ailleurs, quand les ministres s'expriment à l'Assemblée, ils sont tout en bas, et donc ils regardent vers le haut l'ensemble des députés. Donc il pourrait être en situation un peu d'infériorité, on se dirait, surtout qu'il est seul face à 200 personnes. Mais dans la façon de filmer, on a l'impression que c'est lui qui est au-dessus d'eux, et effectivement qui remporte cette joute verbale. Donc c'est très intelligent, je trouve, ce choix d'Henri Verneuil, qui est pas du tout académique pour la peine, c'est un vrai choix, parce qu'il aurait pu filmer la scène tout à fait différemment. Voilà, en effet, c'est exactement ce que là où je voulais en venir. Il est passé plus bas physiquement, mais il écrase tout le monde de sa verve au niveau de son discours. Et alors, merci beaucoup Arnaud de nous avoir fait partager cet intérêt pour ce film de 1961 d'Henri Verneuil, Le Président. J'espère qu'on se reverra pour d'autres émissions au grand écran sur Radio Axe. Avec grand plaisir. J'espère pour peut-être parler de mon premier long métrage. Mais ça sera pas pour tout de suite, j'espère 2023 ou 2024. On peut en parler en quelques secondes si tu veux. Oui, il s'agit moi aussi d'une adaptation. Donc je suis en train de travailler sur mon premier long métrage qui est adapté d'un roman de Benjamin Berton qui s'appelle Sauvageon, qui est sorti en l'an 2000 et qui avait eu à l'époque le prix Goncourt du premier roman. Donc j'aimerais adapter ce roman. J'ai déjà écrit le scénario et actuellement on est dans la phase, on va dire, la plus difficile. On recherche des financements et il va sans dire qu'avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, d'autant plus que les entrées salles sont très basses. Donc j'invite tous les auditeurs à aller au cinéma parce que c'est important de soutenir notamment les films d'auteurs qui ont des difficultés en ce moment en salle. Et ça fait du bien aussi de retourner en salle pour voir des films sur grand écran. Eh bien, merci infiniment pour ta participation et à bientôt pour de nouvelles chroniques sur grand écran. À la prochaine, au revoir, merci. Voilà, c'était donc l'interview de Arnaud Kayadjanian, le cinéaste professionnel de notre famille, donc mon neveu. Un petit point commun quand même que j'ai trouvé entre le travail d'Arnaud et celui dont on parle, monsieur Henri Verneuil, dont nous célébrons à Radio Axe le 20e anniversaire de son décès. Eh bien, le point commun quand même entre deux, c'est d'avoir tourné avec un Belmondo. Puisque Henri Verneuil a beaucoup trop tourné avec Jean-Paul Belmondo, avec Week-end à Zuidcote dont tu as parlé, 100 000 $ au soleil dont tu as parlé également, Thérèse, et Peur sur la ville dont nous entendrons la musique à la fin de cette émission, car c'est un de mes films cultes. Nous sommes donc toujours avec 3 personnes autour de cette table pour parler de ce grand cinéaste qui a été Henri Verneuil. J'ai trouvé un autre chiffre. Avec ses 34 films longs métrages, il a atteint 91,58 millions d'entrées au total. 91 580 000 entrées. C'est quand même c'est quand même phénoménal. Encore un petit mot sur Arnaud qu'on vient d'entendre et que je remercie d'avoir bien voulu participer à cette émission. Il a tourné donc à Sartrouville. On l'a un peu entendu dans cette interview, un film qui s'appelle Seul dans la nuit. Donc ça a été tourné au Vieux Pays, à 2 pas d'ici. Qu'est-ce qu'on a encore à dire sur Henri Verneuil, Thérèse? Est-ce que tu as encore un petit mot sur tout ce qu'on a découvert d'Henri Verneuil? Oui, on aurait beaucoup de choses à dire sur Henri Verneuil. Oh oui. Je crois qu'il faudrait peut-être une deuxième émission, en fait. Je crois qu'on pourrait faire, oui, tout à fait, toute une et trilogie. prendre, par exemple, d'autres films comme Le Singe en hiver ou des choses comme ça, où ils sont
vraiment, pareil, des dialogues fabuleux aussi. Là aussi avec Jean-Paul Belmondo. Avec Belmondo et Gabin. Et Gabin. Voilà. Et la superbe musique d'un certain Michel Magne. Oui. Je me souviens aussi d'un très très beau thème un peu asiatique pour représenter la vie de Jean Gabin qui avait été dans le film légionnaire en Indochine. En Asie, en Indochine et Belmondo qui revenait d'Espagne. Voilà, qui revient d'Espagne. Donc, il y a aussi des musiques d'inspiration espagnole. Est-ce que je peux me retourner vers Joël pour te demander s'il y a un film en dehors de celui dont tu nous as parlé, Les Amants du Tage, qui t'a particulièrement marqué d'Henri Verneuil? Bon, de tête, non, mais en tout cas, Les Amants du Tage, ça m'a permis de les revoir. Ouais. Avec d'autres images, d'autres en tête, voilà. Très bien. Eh bien, merci à vous deux d'avoir organisé permis d'organiser cette émission un peu spéciale sur la commémoration du 20e anniversaire de la mort d'Henri Verneuil. Et on va se quitter en musique, puisque c'est un petit peu la tradition dans cette émission. La musique, une musique qu'on vous avait déjà passée il y a quelques temps, la musique d'un de mes films cultes, et il y en a beaucoup dans la filmographie d'Henri Verneuil. Oui. Il s'agit de Peur sur la ville, un film de 1975, où on retrouve évidemment Jean-Paul Belmondo au sommet de sa forme. Il y a également Charles Denner aussi, qui campe un inspecteur de police. Moi, je l'aimais beaucoup, Charles Denner. Oui, Charles Denner, oui, avec caractère particulier. Sa voix particulière. Une voix un peu nasillarde comme ça. Qui était très bon dans quand il s'agissait de... Enfin, c'est un film moins drôle déjà. Alors, le sujet n'est pas drôle. Il s'agit d'un tueur en série complètement maniaque, qui est campé par un acteur d'origine italienne, Adalberto Maria Merli. Oui, alors, formidable. Il est d'un cynisme là-dedans, c'est formidable. Et donc, de très grands comédiens dans ce film de 1975. Ben, c'est là où on voit Belmondo qui est debout sur le métro à la station Birakeim. Il arrive à la station Birakeim et là, il fait des cascades là-dessus. Et d'ailleurs, je crois que ça a causé des sueurs froides à Henri Verneuil. Je crois qu'il les faisait lui-même. Il les faisait lui-même, voilà. Donc, merci d'avoir participé à cette émission, 20e anniversaire de la mort d'Henri Verneuil. Je précise qu'en 2020, il y a un timbre qui est sorti en Arménie à l'effigie d'Henri Verneuil. Voilà. C'est la consécration, là. C'est une des consécrations de ce grand cinéaste. Merci à vous, à bientôt et on se quitte sur Peur sur la ville. Merci. Merci, au revoir.